Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'élection du 24 octobre 2020, qui avait vu la participation de 1317 électeurs, était supposée apporter la paix dans la communauté fondamentale de Douala, rongée par une décennie de haine et de détestation mutuelle de deux camps, décidés à ne s'accorder sur rien. Avec un faible écart de 49 voix seulement entre les deux candidats, chacun imaginait la peine qu'il y aura pour le nouvel élu à réconcilier les deux parties. Mais on pouvait compter sur le bon sens des différents leaders d'abord, ensuite sur les qualités intrinsèques de M. Etienne Adjifa, le réélu. Avec sa grande expérience en matière associative, doublée d'un bon bagage intellectuel, cet ancien de l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la culture, semblait bien outillé pour réconcilier les deux parties d'abord, ensuite pour remettre la communauté sur les rails. 5 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Beaucoup de choses au niveau de la paix ont été faites, mais qu'est-ce qui peut expliquer que de poches de résistance persistent? La rapine décriée à l'époque a-t-elle laissé place à une gestion un peu plus saine? En lieu et place du traditionnel discours de fin d'année, le chef de la COFOUT a accepté de se mettre à table pour une grande interview au thème duquel chacun se fera sa propre opinion. Honorable Etienne Adjifa, bonsoir. Bonsoir, Malo. Et merci d'avoir accepté cette exercice. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler avec la communauté d'une autre façon que les discours de fin d'année. Okay. On se souvient que le 3 décembre dernier, le conseil de gestion, en fait, l'organe qui dirige la communauté, a prolongé votre mandat de 18 mois. Alors, vous avez jubilé, ben, sans doute plus difficile. Au-delà de jubilé, non, je ne veux pas dire jubilé, non. Chaque chose a un début et une fin. La fin du mandat ne m'a pas surpris. Donc, je ne veux pas jubiler. Je m'étais préparé à laisser les choses au terme de 5 ans ou alors ressolliciter la confiance de ceux qui m'ont mis au pouvoir. Donc, il n'était pas question de jubiler. La preuve, j'ai dû interpeller la communauté par rapport à la fin du mandat, le Conseil supérieur, de constater la fin du mandat et de réorganiser les élections. Donc, la prorogation est une contrainte de l'agenda qui, aujourd'hui, est celui de tout le gouvernement fondateur, notamment l'organisation, la préparation et l'organisation du festival Fondomine qui en est à sa première édition. Donc, toutes les forces sont concentrées vers là et vous connaissez la place de Douala au sein de la communauté fondateur tout entière. Donc, il n'était pas question pour nous-mêmes et même pour le gouvernement fondateur qu'une énergie soit dépensée à autre chose que à l'organisation du festival Fondomine. Voilà pourquoi nous, et à travers le Conseil supérieur, avons accepté qu'une prorogation soit faite, pas seulement pas en notre faveur, mais surtout pour une bonne organisation de ce festival. Honorable, imaginez qu'un preneur aujourd'hui vous rencontre et vous dise que votre mandat est négatif. Vous allez voir en cette personne un visionnaire, quelqu'un d'assez objectif, ou bien un vulgaire saboteur qu'il faut manipuler. Je vais prendre cette personne sur 2 angles. L'angle de quelqu'un qui attendait quelque chose qu'il n'a pas eu et l'angle de quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de choses qui ont été faites. Commençons par celui qui ne connaît pas beaucoup de choses qui ont été faites. Lorsque nous arrivons à la tête de la communauté fondamentale de Douala, nous héritons d'une communauté en branle, une communauté qui était dans la rue. Notre premier objectif, et c'est ce que nous nous sommes assignés, ce que nous avons promis à nos électeurs, c'était d'essayer de réconcilier les fondamentaux, de rassembler les fondamentaux. Et vous vous souvenez que dès le lendemain de mon élection, j'ai reçu toute la communauté fondamentale par groupe, les chefs de famille, les présidents d'associations économiques, les présidents de l'association des femmes, les notables, les jeunes. J'ai reçu presque tous les groupes sociaux pour savoir quelle était la solution magique pour sortir la communauté fondamentale de la crise. J'ai pris tous ces avis. J'ai pris des conseils, j'ai pris même des recommandations pour certaines personnes. Il y en a qui disaient si ce n'est pas ça, ça ne passe pas. Au terme de tout cela,
nous avons sorti ce que nous pouvions appeler un gouvernement de large consensus. Beaucoup de gens ont même pensé que c'était trop plein. Mais nous avons voulu associer tout le monde au travail pour remettre la communauté sur les rails. Nous avons créé donc un gouvernement très large dans lequel nous avons puisé des ressources humaines de Fonora dans toutes les couches et dans toutes les branches. Donc nous n'avons plus en ce moment-là considéré que pendant la crise, tel parlait avec tel ne parlait pas, tel était avec le chef Adjifa, tel n'était pas. En fait, nous avons considéré que la crise était derrière nous et nous avons pris tout le monde. Et je peux vous rassurer que dès le lendemain de la sortie de ce gouvernement, j'ai reçu des coups de fil de beaucoup de personnes qui ont dit voilà le coup d'œil de quelqu'un qui veut faire quelque chose. Beaucoup m'ont même appelé pour me remercier de la confiance que je leur ai témoignée. Sauf que, quelques mois après, j'ai été surpris d'une débâcle massive et peut-être même orientée de beaucoup d'autres, de beaucoup de ceux qui m'ont même appelé. Comme si en arrière-plan, il y avait encore un leader qui tenait l'autre bout de la communauté. J'ai continué à aller vers les uns et les autres, faire des concessions. Nous avons, à un moment donné, recommencé le retour en rencontrant des personnalités, en rencontrant des groupes de personnes pour savoir quel était le problème. Il se succédait chaque jour au foyer des bagarres. Il se succédait chaque jour des plaintes et des rencontres dans les brigades de gendarmerie et des commissariats. Vous vous souvenez, un jour, je suis resté un jeudi, on m'appelle, on me dit que le foyer a été scellé. Je descends, je vois sur le scellé, c'est le commissariat du 12e arrondissement qui a scellé sur ordre du sous-préfet. J'appelle le sous-préfet, avec qui j'avais eu une rencontre moins d'une semaine avant, pour lui dire qu'il y avait tellement d'incidents, tellement de bagarres au foyer que je souhaitais que les dispositions administratives soient prises envers les gens qui posaient certain nombre d'actes. J'ai même fait toute une requête. Le sous-préfet m'a donné un conseil précis ce jour. Il me dit, monsieur le chef de la communauté, la décision la plus grave serait de fermer votre foyer pour une durée. Sauf que si on le ferme quand vous voulez, on n'ouvrira pas quand vous voulez. L'État ne fait pas ce que vous voulez. L'État va à un moment donné poser des conditions pour dire tant qu'il n'y a pas telle chose, on n'ouvre plus le foyer. Il dit donc, continuez à travailler comme je vois vous faites pour mettre la paix. Mais curieusement, un jeudi, on devait dire que le même sous-préfet, c'est le foyer. Je vais à sa rencontre. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il se trouve que beaucoup de choses sont passées comme la plupart des choses se passent au Cameroun, où quelqu'un vient et dit, vraiment, même s'il faut le faire n'importe quoi, fermons le foyer ici. Et le sous-préfet, après m'avoir écouté, après m'avoir expliqué comment est-ce que ça a passé pour qu'il ferme, aller encore lui faire pour demander qu'on ouvre sans, parce qu'il avait effectivement compris qu'on a trompé. Donc, je peux le dire, parce que c'est un administrateur, c'est un homme qui représente le président de la République à Douala 5e, mais dire qu'on l'a trompé, alors qu'il a les moyens de descendre sur le terrain, il a les moyens de commettre les gens sur le terrain. Donc, il a fait encore ouvrir le foyer le lendemain, vendredi. Donc, pour vous dire à quel niveau ça a été difficile pour nous d'obtenir un peu de calme. Il a fallu que nous négocions avec certaines personnes pour que... Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le calme est revenu? Oh, il y a un calme, même s'il est aujourd'hui à 60%. Nous devons reconnaître qu'il y a un calme. Parce que je peux d'abord vous assurer qu'il n'y a plus un procès entre les groupes de personnes et d'autres fils honorables au tribunal. Nous avons fait arrêter la procédure qui a été en appel entre la COFOD, l'ancienne COFOD et certains de ses membres. Nous avons fait arrêter des procès qui étaient entre certaines associations. On devait citer par exemple quelqu'un comme M. Adjifa François qui avait plus de 3 procès seul contre certains groupes de personnes. Nous avons obtenu le retrait de ces procédures-là et qu'aujourd'hui, tout au moins, nous avons l'assurance que les fonds d'honorat ne se disputent plus devant les tribunaux et devant les commissariats pour la communauté fondamentale de Douala. On n'exclut pas des problèmes de personnes qui peuvent les amener devant les juges. Et même jusque-là, lorsque nous avons eu une séance de travail avec le chef supérieur, les 9 et le sous-préfet, nous avons obtenu le fait que personne ne conduise encore un fonds d'honorat devant les tribunaux sans passer par le chef de la communauté. Honorable, apparemment, quel est votre problème avec les femmes de la communauté? Il faut dire qu'aucun problème personnel
Parce qu'il faut d'abord le dire personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec les femmes d'Akonda. Tout Exact. simplement, Oui. il s'est trouvé. Et ça, lorsque j'ai rencontré les femmes, quand j'avais occupé les femmes, pendant les séances de consultation dont je vous parlais, j'avais dit aux femmes que toute guerre prenait fin. Mais lorsque les femmes s'y mêlent, il est difficile que cela prenne fin. Parce que quoi? Nous, entre hommes, on peut avoir des démêlés et le lendemain on s'explique, on continue à aller. Mais les femmes sont rancunières. Les femmes d'Akonda, peut-être ont soutenu quelqu'un d'autre que moi. Mais au lendemain des élections, elles n'ont jamais compris que les élections sont passées. Lorsque moi, en tant que leur chef, J'ai eu l'occasion de discuter avec elle. oui, Elle pense que vous ne les respectez pas, alors qu'elles sont un peu l'organe, l'association mère des associations des femmes. Elles estiment qu'on ne devrait pas, que dans la communauté Fondant de Douala, il y a les femmes à Konzam et il y a les femmes Bonzo. Il n'y a que ces deux réunions-là qu'il faut le mettre au même piédestal. Tous les autres, à leurs yeux, sont des cercles. Elles disent même que même le chef supérieur est d'accord pour ça. C'est ce que le chef supérieur aussi avait dit. Il avait dit ça et qu'il n'a jamais changé. ok, je suis d'accord avec vous par rapport à ce qu'elles disent que le chef supérieur a dit. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que le respect. Le respect est-il la complicité dans la haine? Parce que je vais vous dire une chose. Pour Elle être dit clair, ceci, oui, quand il y a une manifestation dans la communauté, on doit avoir les femmes à Konzam assises, les femmes Bonzo et les autres après. Voilà. c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, je suis chef de la communauté. Cela veut dire que je suis le chef de tous les femmes. Lorsque j'arrive à la tête de la communauté fondamentale de Douala, il existe 3 associations. L'association des femmes à Konda, l'association des femmes de Bondan, l'association des femmes de Nambo, que j'ai trouvée. Je me souviens que lors d'une grande rencontre au foyer, le chef supérieur avait demandé à la présidente des femmes de Nambo de ramener les femmes qu'elle est partie avec à la Konda. Mais je me souviens également que le même chef supérieur, lors d'une de ses visites à Douala, a reçu les femmes de Nambo. Que le même chef supérieur a présidé des cérémonies où ces femmes sont arrivées comme groupe de femmes de la communauté. Le chef supérieur, qui est ma hiérarchie, je me souviens avoir discuté avec lui de ce sujet au moins 3 fois en tête-à-tête. Nous avons, moi je ne pouvais que donner des avis parce que la personne a décidé là-dessus, c'est les femmes, c'est le chef supérieur. Mais maintenant, permettez-moi d'arriver au bout parce que le fait, quand les femmes à condamner disent que je ne les respecte pas, c'est parce qu'elles disent que je ne dois pas reconnaître comme une association des femmes fondamentales de Douala. Je dis, si la loi a reconnu une association, parce que ces femmes m'ont envoyé le récépissé de la déclaration de l'association à la sous-préfecture. En vertu de la loi de 90 de 1990 sur la liberté d'association, si elles sont reconnues comme association des femmes, si elles sont femmes de la communauté fondamentale de Douala, qui suis-je pour aller dire que les femmes de Nambon doivent pas siéger? Les femmes de la Konam m'ont reproché par exemple d'avoir accepté qu'elles siègent au foyer. J'ai dit, mais le foyer de la communauté fondamentale de Douala n'appartient ni à une association ni à un homme. Aujourd'hui, presque 50% des gens qui l'ont construit ne vivent plus. Qui a le droit d'aller dire à un autre de ne pas y entrer? À plus forte raison, est-ce que moi, le chef de la communauté qui vient aujourd'hui, après mes prédécesseurs, suis capable d'aller dire à un fondement de notre entrer au foyer? Il y en a qui sont même allés jusqu'à me proposer de dire que les gens qui ne sont pas assurés ne doivent même pas entrer au foyer. Les femmes à contact sont une des associations que j'ai le plus visitées pendant mon mandat. D'ailleurs, je vais même dire la seule. J'y suis allé avec mon secrétaire général à l'un de leurs comités. Par surprise, même je leur ai dit, dites-moi tout ce qui ne va pas. Tout simplement, on a parlé, on a échangé. Le lendemain, j'ai pris des mesures, j'ai invité les femmes à Kondam et les femmes patriotes de Nangon autour de la table avec la présence de beaucoup d'autres hommes. Elles avaient même invité plus d'hommes que moi parce qu'elles ne sais pas quoi leur servait ces invités-là. Dans la salle, j'ai posé le point de vue. Dites-nous, elles disaient que les femmes de Nangon ont emporté leur sac de réunion en partant.
Bon, je pense que ce détail-là, si on a un peu de temps, ça va énormément de Voilà, non, temps. je voulais dire qu'au moins... Parce que pour le moment, leur problème, c'est à ce niveau, le fait de les mettre au même pied d'égalité. C'est ça leur problème. En tout cas, pour ce que j'ai suivi... Et à ce niveau-là, j'ai répondu, ce sont les actes des gens, les actes des personnes qui font les grandes personnes. Prenons le cas des Kuitala. Oui. On a à un certain moment quand même pensé que la paille des premiers était tournée. Mais la dernière élection annoncée a fait rejaillir un certain nombre de choses quand elles estiment que pour cotiser pour le festival, on les appelle, quand c'est les élections, on les exclut. Ce n'est pas on n'exclut personne aux élections. Et puis, je dis souvent, les gens lisent les lettres dans les enveloppes, ou alors les gens mettent la charrue avant les bœufs. Lorsqu'on convoque une élection, dans une convocation d'élection, M. Mouli, pouvez-vous me dire où est-ce qu'on a mentionné les critères d'élection? Est-ce qu'on a publié le code électoral? Est-ce qu'on a publié les conditions d'éligibilité, les conditions d'élection? Pourquoi les gens se mettent le doigt dans l'œil en disant qu'on leur fait du mal? Qui leur a dit qu'ils ne prendront pas part aux élections? Cela veut dire qu'ils se reprochent quelque chose. Lorsqu'on programme une élection, on aide jusqu'au niveau de la programmation. Les gens commencent à dire qu'ils sont restés. Honorable, c'est vrai, j'aurais bien souhaité venir sur l'aspect des élections, mais après, vous donner l'occasion d'en parler. Oui. Est-ce qu'il existe un code électoral déjà? Le code électoral ne peut pas exister. C'est la commission électorale qui extrait le code électoral des statuts. Est-ce que ces statuts-là, est-ce qu'il y a des statuts déjà adoptés d'abord? Oui, les statuts ont été adoptés lors d'un conseil supérieur, puisque nous avons été lors d'une séance de travail à la sous-préfecture où le sous-préfet a demandé qu'on remette les copies des statuts aux différentes grandes. Parce que je sais que les avant-projets, les projets de ces statuts ont fait le tour de toutes les réunions, mais au moment de l'adoption, je ne pense pas que tout le monde connaisse ces statuts. Les statuts ont fait le tour des réunions. Les réunions, certaines associations ont retourné les statuts avec leurs suggestions. Avec la population de Douala, avec la difficulté d'organiser les assemblées générales, parce qu'il faut dire une chose, la difficulté d'organiser les assemblées générales à Douala part du fait que lorsqu'on parle d'association, l'assemblée générale des membres concerne ceux qui sont en règle avec la communauté, c'est-à-dire qui respectent les conditions d'inscription d'appartenance à la communauté. Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas ne pas être membre d'une association et décider de son avenir ou bien adopter les textes qui le concernent. Parce que la première condition pour être membre, c'est adhérer au statut. Adhérer au statut, c'est être en règle avec la communauté. Et nous, comme nous l'avons constaté, il était difficile de convoquer une assemblée générale de membres de la communauté, puisque la plupart n'en sont pas membres. On prend quand même les représentants de toutes les associations, même s'ils ne sont pas assurés, même s'ils ne sont pas en règle, on se dit au moins qu'ils vont relayer les informations. C'est quand même un grand tort de vouloir toujours confondre l'association avec la communauté honorable. La communauté est une association. Ne confondez pas la tête. Il y a ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Une communauté est une association. C'est pourquoi la communauté est enregistrée à la préfecture. Ne confondez pas. L'ensemble des ressortissants fondera dans le Rodi et à Douala par rapport à la communauté. Il y a des gens qui vont vivre à Douala sans temps, ils ne feront jamais partie de la communauté. Mais pourtant, ils sont ressortissants fondera de Douala. Je sais que l'une des conditions pour poser ce point d'assurance, c'est ce qui n'est même pas tant que le point d'assurance désormais soit géré peut-être par les familles et qu'au niveau de la communauté, qu'on se trouve vraiment de fait aussi. Écoutez, je suis vraiment sur ce point-là un progressiste. Sur ce point-là, si les membres du conseil supérieur sont honnêtes, et je vais prendre d'ailleurs à témoin, comme vous venez de citer le cas du président d'Akutala, qui eux, ils peuvent penser que moi je voulais les exclure de l'élection. Non. À un conseil supérieur où ils étaient présents, j'ai suggéré qu'on adopte une autre condition pour être membre de la communauté en dehors de l'assurance. Je vais vous expliquer pourquoi. L'assurance est une émanation de la solidarité de nos parents qui sont arrivés dans les villes les premiers. On fait plus qu'il est un très petit nombre. À un moment donné, ils se sont dit, s'il n'y avait pas de réunion, s'il n'y avait pas ce fonds de solidarité, parce que moi qui ai flirté un peu avec les assurances, quand on dit même assurance, pour moi c'est un abus de langage, le fonds de solidarité, pour eux, c'était la condition pour savoir que tel avait nous d'argent. Et que lorsqu'il y a un problème qui concerne un, ça nous concerne tous. Mais avec
le nombre grandissant de la population, aujourd'hui, elle ne nous sert plus. Ce fonds de solidarité ne sert pas à la faute. Je me tue à expliquer ça aux gens. Si cela ne dépendait que de moi, on instaurait une petite inscription pour être membre de la COFOD. Et cela permettrait même d'ailleurs à la COFOD de fonctionner. L'assurance, pour être efficace, a besoin du nombre. Ça veut dire que ça fonctionne sous forme de mutuelle. Quand on est 1000, le problème d'une personne devient petit. Mais si on est 500, ou même 200, 300, et on considère encore, on fonctionne sur le modèle où on était nombreux, cela ne nous aide plus. Aujourd'hui, on se rend compte avant la fin de l'année que les fonds de solidarité qu'on a déposés, à moins de 2, 3, 4 malheurs, ils sont épuisés. Ok, on m'a répondu, on revient tout à l'heure pour parler d'autre chose. D'accord. Honorable, en 2023, lors de votre discours de fin d'année, vous avez annoncé beaucoup de travaux. Invité pour faire le décryptage de ces discours, j'avais trouvé toutes ces annonces tellement belles que j'avais dit que c'était du bluff. Cette analyse qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, quelques jours après, vous m'avez pris à contre-pied en créant des commissions, en lançant des appels d'offres, mais sauf que quelques jours après, silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, nous avons créé une commission d'études parce que comme nous avons pensé qu'il n'était pas question de faire encore un travail à la hâte, bien que pour les beaux yeux des membres de la communauté, et qu'après on retombe dans les travaux d'aujourd'hui. Nous avons créé une commission d'études pour diagnostiquer le vrai problème de notre foyer. Au terme de ces études, nous avons lancé un appel d'offres au-dessus, selon les recommandations faites par l'étude. Mais, curieusement, aucune entreprise de jeunes fondateurs, aucune entreprise n'a soumissionné à l'appel d'offres. Nous avons même pensé peut-être que les conditions trop professionnelles les ont établies. On a même allégé en prorogeant encore le délai. Il n'y avait personne. Nous avons été obligés d'aller vers certains entrepreneurs fondateurs et même d'autres non fondateurs pour demander des devis pour une passation des marchés fractionnés de gré à gré. Nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle il fallait, comme nous avions ces personnes que nous avons conçues nous ont présenté des devis très élevés, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il faut fractionner le travail. Comme on ne peut pas réunir des vingtaines de millions pour faire tout ce qu'ils demandaient, commencer par une partie, notamment au niveau de la salle de réunion, faire le remblai jusqu'à un certain niveau, chaper le sol jusqu'à la cour et même rembler aussi la cour extérieure et empêcher l'eau de venir de la route. Parce qu'il faut dire que nous sommes en contrebas de la route. Ce qui fait que lorsqu'il y a une grande et forte pluie, l'eau descend de la route pour entrer au foyer pendant que l'autre sort du sol. Donc si on remble à l'intérieur sans empêcher celle qui vient de la route d'entrer, on n'a pas résolu le problème. Et il y avait aussi, l'autre fraction, c'était de couvrir la petite véranda, la cour extérieure que nous avons, de faire une toiture, quitte à mettre des tôles réfléchissantes pour l'éclairage, pour empêcher la pluie de tomber dans le foyer et rentrer dans la salle. Cela a été fractionné, le travail a été fractionné en plusieurs rubriques et il va falloir démarrer progressivement. Nous avons commencé par la salle de réunion annexe que nous avons considérée comme aujourd'hui la salle de réunion des élèves étudiants de la GFT, parce que nous nous sommes rendus qu'il y avait un vrai problème. On a beau leur reprocher que la GFT ne fonctionne pas normalement, mais quand ils viennent au foyer pour siéger, généralement quand on voit les conditions dans lesquelles ils siègent, ça n'encourage même pas un parent à y envoyer son enfant, ou bien un enfant qui vient 1-2 fois de revenir, parce que généralement ils partagent la salle avec les associations économiques, ou bien ils sont au soleil, ils prennent quelques chaises, ils sont au soleil derrière. Ce pari-là, nous pouvons penser qu'il est gagné parce que, avec la collaboration de ces mêmes jeunes qui nous ont offert la même œuvre, on ne leur a donné qu'une petite motivation en termes de taxi et autres pour le faire. On a acheté le matériel. Leur salle aujourd'hui est disponible. Ils y ont même fait un tableau pour leur cours de remise à niveau qu'ils doivent réaliser avant au collège Bao, avec la collaboration que nous avions avec les dirigeants du collège Bao. Donc ces travaux-là, nous avons, si jamais on avait eu en 2023 des entrepreneurs qui nous avaient proposé des facilités pour les réaliser, certainement nous serons déjà très bien avancés. Et cela reste d'ailleurs
pour nous une préoccupation très importante. C'est-à-dire, au lieu de prendre tout comme nous l'avons prévu, nous serons obligés de faire en fraction pour essayer de montrer quand même une évolution, même si notre mandat viendra finir. Et même ces travaux en fraction, est-ce qu'il y a des moyens pour ça? Pour le moment, nous ne pouvons pas réunir les mouvements à la fois. Nous avons adopté une pensée politique. Nous avons les sources de revenus connues. J'ai eu des discussions sérieuses avec les présidents d'associations économiques, notamment à Zola et à Kudala. Le moment venu, quand nous voulons démarrer les travaux, nous démarrons avec ce qui est disponible dans nos caisses. Et nous mettons à leur disposition des appartements ils vont recouvrir directement les loyers pour payer progressivement la dette qu'ils vont contacter. Ça, j'avais déjà eu l'accord de principe des deux présidents d'associations économiques. Le président d'Agricala m'a donné son accord de principe, le président d'Atsola également. Dès que nous lançons ces travaux, parce qu'il faut déjà que nous-mêmes nous lançons avec nos propres moyens. Donc c'est programmé, il y a une première fraction d'environ 6 à 7 millions. Que nous avons 3 millions, on lance, sachant qu'on ne va pas arrêter les travaux. Parce que c'est des travaux à faire en moins de 2 ou 3 semaines pour permettre au foyer de continuer à servir de salle de réunion de ses membres. Il y a une commission qui gère ce foyer. Effectivement. Est-ce qu'elle a le même niveau pour travailler? La commission qui travaille aujourd'hui ne peut pas parler de main libre puisqu'elle n'est pas constituée par le chef de la communauté que je suis. La commission qui est à pied d'œuvre aujourd'hui est l'émanation du conseil supérieur, du conseil des 9 du groupement fondamental et de la chefferie supérieure. Et à qui donc elle rend compte? Elle rend compte à la communauté à travers le conseil supérieur et moi-même le chef de la communauté, puisque c'est moi qui dois transférer les rapports à la communauté. Et combien gagne chaque membre? Non, il n'y a pas de salaire. Donc, elles sont atteintes du syndrome de Mère Teresa? Non, je voudrais vous dire, quand je dis qu'il n'y a pas de salaire, toutefois, c'est ce qu'on apprend à prévoir dans les articles 2, les fonctions sont bénévoles. Sauf qu'il est souvent plus dangereux quand on se paye soi-même. Ce n'est pas un salaire, Okay, c'est de le dire. C'est des amortissements des frais de taxi. C'est pas grave. Parlons maintenant du festival Fondumbi qui va se réaliser dans les prochains mois et Douala est dans la phase de levée de fonds. Il faut dire que Douala, c'est un grand stress que nous vivons en tant que chef de la communauté. Grand stress parce que Douala a, je peux dire, le bonheur et parfois le malheur d'être le poumon d'acier du groupement Fondonora. Ça veut dire que lorsque Fondonora projette quelque chose, tous les yeux sont faits tourner vers Douala. Et c'est un grand stress pour nous parce que lorsque le président de la commission d'organisation du festival 2025 est arrivé à Douala pour nous accompagner à installer la commission locale d'organisation de cette levée de fonds, il nous a placé un objectif très colossal, 100 millions. Ce qui pour nous n'est pas impossible, mais qui est un gros boulot parce que avec la crise que nous avons connue il y a 10 ans, avec les difficultés de remettre tout le monde dans la maison, nous sommes obligés d'être un peu modestes et de penser que nous avons beaucoup à faire pour atteindre cet objectif. Si tout le monde était, ce qui est impossible, regarder dans le même sens, ça aurait été un défi facile à relever. La commission se déploie sur le terrain, on apprécie, mais sauf qu'au niveau des chefs de famille, il y a un peu comme une certaine motivation. Je ne dis pas tellement la motivation au niveau des chefs de famille. Je ne manque pas de leur rappeler à chaque fois lors de nos rencontres. J'ai même créé une association pour laquelle nous nous retrouvons chaque mois. Et c'est justement le cheval de bataille pour ces derniers temps. Je leur rappelle les missions qui sont les leurs, je leur rappelle les obligations qui sont les leurs. Et d'ailleurs, ils en sont conscients. Ils en sont conscients, mais certaines institutions font état du fait que certains vous soupçonnent de faire trop la part belle à certaines personnes qui vous appellent des gens qui ne vous aiment pas du tout. Comme vos détracteurs. Et c'est de faire la part belle à certains de vos détracteurs sous le prétexte de la paix. Effectivement, c'est le problème que j'ai vu en tant que chef de la communauté. D'un côté, on me reproche de léser certains qui sont considérés comme des détracteurs.
pour faire la part belle à ceux qui m'ont élu. De l'autre côté, on pense que je fais trop le poubelle à mes détracteurs au nom de la paix. Mais pour moi, il n'est pas question de faire la part belle à qui que ce soit. Il est question de faire confiance à ceux qui peuvent travailler pour le gouvernement fondamental et pour la communauté. Permettez-moi d'ouvrir une idée, mais certains ont parlé de ce qu'on exclut pendant les élections et ce qu'on appelle pendant certaines choses. Pour moi, on n'exclut personne et on n'appelle personne pour certaines choses et pas pour d'autres. Il est question pour moi, et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand je pense que j'ai une bonne graine, une bonne personne, membre de la communauté fondamentale qui peut m'aider à atteindre un objectif donc, que je me suis fixé pendant ma campagne électorale ou bien pendant mon mandat, ou alors qui s'impose pour le rayonnement de la communauté, je vais vers la personne. Je ne regarde pas qui m'aime, qui ne m'aime pas. Et d'ailleurs, c'est certains qui m'attribuent des ennemis. Moi, je n'ai jamais voulu vivre avec des ennemis, avec l'histoire, l'idée que j'ai des ennemis. Parce que je pense que, en termes de politique communautaire, on n'a pas besoin d'avoir des ennemis. On n'a même pas besoin d'avoir des adversaires. On peut avoir des personnes avec qui on ne partage pas la même opinion. On peut avoir des personnes avec qui on ne partage pas les mêmes objectifs. Mais on reste tous concentrés vers le même objectif, le rayonnement de la communauté et du gouvernement fondamental. Parce que c'est ça qui nous unit tous. On aura pour 2026, qu'est-ce que vous promettez? Pour 2026, je voudrais déjà une réforme qui me tient à cœur. Faire comprendre au fondamental que l'assurance est quelque chose qui reste importante pour notre solidarité, mais qui n'est plus indispensable pour le fonctionnement de la communauté. Quand je dis qu'il n'est plus indispensable pour le fonctionnement de la communauté, c'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsqu'on parle d'assurer, on est autour de 200-300 membres de la communauté, c'est environ 2000-3000 que nous sommes. Parce que si les gens prennent les chiffres des élections de 2020 pour penser que nous sommes 1500 ou 1200, non, on est plus. Parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas réunir tout le monde pour faire l'élection. Et même si on ouvre les portes gratuitement, il y a des gens qui ne viendront jamais voter. Donc pour moi, j'estime la population de la communauté à 2000-2500 au minimum. Maintenant, lorsqu'on considère la base de 300 pour fonctionner, c'est la communauté qui perd, et surtout le dirigeant que je suis. Parce que dans le fonctionnement ancien, il était dit que lorsque quelqu'un s'assure à 15 000, 5 000 sont pour les aides, et 10 000 sont pour les aides et 5 000 pour le fonctionnement de la COFOD. Aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que, avec le fonctionnement ancien, effectivement, il y avait une complicité pas négative, entre la COFOD et Atsola, qui était la seule association économique à l'époque, qui faisait que, lorsque on disait ainsi, tout ce qui entrait, dès que quelqu'un cotisait à Atsola, on le considérait comme assuré. Et en fin d'année, on se rend compte que la COFOD a consommé plus qu'on en a versé à Atsola. Et qu'est-ce qu'on fait? J'arrive et je trouve une advance de plus de 10 millions que Atsola demande à la COFOD. La première décision que j'ai prise, c'est de séparer les deux. Si quelqu'un veut s'assurer, prendre son argent, il vient verser. D'où le résultat qu'on a aujourd'hui. Mais je préfère. Parce qu'en ce moment-là, on fonctionnait avec l'argent qui ne nous appartenait pas. Si aujourd'hui vous dites à un fonds honorant qui se plaint qu'on ne fait rien avec l'argent du foyer, si vous lui dites qu'il contribue à la gestion de la communauté, il ne va pas croire. Parce que ce qu'on aurait rappelé de récolter du foyer, investir une partie et peut-être repartir une autre aux gens comme certains revendiquent. C'est cela qui permet au fonctionnement de la COFOD. Comment se passe le budget de fonctionnement de la COFOD? Le budget de fonctionnement de la COFOD, en fait, c'est lorsque nous avons on a des sollicitations. Par exemple, si aujourd'hui la COFOD doit recevoir une personnalité de parler, comme tout à l'heure, nous avons reçu les 9 ici, on reçoit les chefs supérieurs, on a des événements qui interpellent la contribution de la COFOD, le 11 février au village, les tournées du préfet. C'est là que la COFOD sort de l'argent. Et la COFOD, pour avoir cet argent, est obligée d'aller dans les revenus du foyer. Parce que à l'époque, lorsqu'on demandait des fonds pareils, on prélevait dans les fonds de solidarité. Et à la fin, quand on calcule le recouvrement, tout le monde paye. Mais aujourd'hui, avec l'incivisme que nous constatons aujourd'hui, où tout le monde vous dira, on nous demande de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du foyer? C'est finalement le foyer. Si vous prenez les bilans que nous avons présentés tout dernièrement, d'un côté, nous mettons les dépenses d'entretien du foyer et de l'autre, les dépenses de fonctionnement.
Et c'est pour ça que je pense que si aujourd'hui, et comme vous m'avez parlé d'une question sur 2026, si aujourd'hui je peux permettre, les gens peuvent m'écouter, me comprendre, on met de côté les assurances, ça reste volontaire. Mais on oblige chacun qui se dit membre de la COFOG à souscrire une petite inscription. Cette inscription nous permettra de fonctionner et de laisser l'argent du foyer pour l'investissement. Parce qu'à l'heure actuelle, il est difficile pour nous de rassembler ce qu'il faut pour les travaux. Parce que le même argent doit servir pour l'entretien, le même argent doit servir pour le fonctionnement et le même argent doit servir pour l'investissement. Parce qu'il faut ici faire la part des choses entre l'investissement que nous avons à faire et l'entretien permanent du foyer que nous devons faire. Parce que tous les jours, les problèmes surviennent et il faut les résoudre. Prochaine élection, candidat ou pas? Nous sommes encore à 1 an, 6 mois. Et beaucoup de choses peuvent se passer entre temps. Et donc, si aujourd'hui nous disons que nous sommes candidats. Vous me rappelez Gilbert Gribec de France 2, qui, lors de la conférence de presse de Paul Biya et François Hollande, quand cette question lui avait été posée, il avait dit 2018 est certain, mais loin d'être. Et on sait ce qui s'est passé. Non, mais c'est pas la même chose. Ok. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, nous arrivons au thème de cet entretien. Merci, honorable, de nous avoir. Honorable, avant de conclure, un dernier mot pour la population fondale de Douala. Oui, l'opportunité que j'ai me permet de souhaiter une très bonne fin d'année à la communauté fondale tout entière, de tous les horizons, commençant par le chef supérieur du gouvernement fondamental, le chef supérieur du droit des fondamentaux, et surtout la communauté fondamentale de Douala. Je leur souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, notamment la fête de Noël et le Nouvel An, et je leur souhaite les vœux les meilleurs de santé et de prospérité, afin que nous puissions tous être physiquement présents au festival féminin qui sera organisé dans les prochains jours, et je veux dire les prochains mois, la date reste à déterminer. Je voudrais également dire à tous mes frères et sœurs de la communauté fondale de Douala, comme je l'ai toujours dit, en 2 mots nous pouvons résoudre tous nos problèmes. Le pardon et pardonner. Savoir reconnaître ses torts, demander pardon, et savoir pardonner lorsqu'on lui demande pardon. En 2 mots, on peut le faire. Et je vais continuer à tendre la main à mes frères avec qui je suis mal compris, ou alors qui pensent que j'ai mal fait, de me retrouver afin qu'on corrige les erreurs du passé ensemble. Donc c'est le vœu que j'émets aujourd'hui, que les fondements puissent rentrer tous dans la maison, que ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à corriger viennent, afin qu'on corrige cela ensemble, et que ensemble nous puissions placer la communauté fondamentale sur la place qui est la scène locomotive du mouvement, parce qu'il faut dire que lorsque nous avons un problème, ça affecte tout le mouvement. Donc je résume en disant qu'il veut les meilleurs pour la communauté fondamentale de Douala. Merci, honorable, d'avoir accepté cette grande interview. Un échange qui vous a permis d'expliquer les efforts que vous faites chaque jour pour amener la paix dans cette patate chaude que vous avez héritée. Également d'expliquer la complexité qu'il y a à gérer un bien collectif. Nous espérons que les populations de Douala ont apprécié et après que ces exercices vont règlement se multiplier. Bonsoir à tout le monde d'avoir suivi cet entretien. Merci également et nous souhaitons que Fondouli, dont nous apprêtons à le célébrer dans les prochains mois, verse un peu le doigt sur ces populations de Douala pour que, enfin, qu'ils puissent regarder dans la même direction. Merci d'avoir suivi. Bonne année à tous.